Florence est l'emblème de la Renaissance italienne, le Quattrocento. Cette cité hors du commun doit son essor aux fortunes colossales de dynasties marchandes comme les Médicis, attirant les plus grands artistes et génies de l'époque tels que Michel-Ange, Brunelleschi ou Léonard de Vinci. Depuis le Moyen-Âge, Florence a toujours été la ville des artisans, dont la qualité est aujourd'hui reconnue dans le monde entier. Ce sont leur savoir-faire et leur talent que nous vous proposons de découvrir, car au-delà des musées et des monuments, ils constituent le véritable trésor de la capitale toscane. Depuis les hauteurs de la ville, voici l'un des plus vieux ponts d'Europe, le Ponte Vecchio. Ses origines remontent au 1er siècle de notre ère. On peut le voir aujourd'hui tel qu'il était au XVe siècle. L'emprunter, c'est remonter le temps, lorsque la ville appartenait aux Médicis. Florence était alors une cité médiévale florissante, grâce à son fleuve, l'Arno, véritable artère vitale pour les marchands de la ville. Ils installèrent leurs échoppes et leurs commerces sur les ponts. Seul le Ponte Vecchio a conservé ses bâtiments. Le XVe siècle marque la fin de la période médiévale et le début de la Renaissance en Italie. Elle est incarnée par une famille, les Médicis, et par un homme, Laurent le Magnifique. Ce dernier, mécène avisé, poète et stratège politique, régna moins de 30 ans, mais transforma la ville pour en faire un chef-d'œuvre en attirant les plus grands artistes et architectes de l'époque. Les Médicis ont régné plus de 200 ans sur Florence. Les rues sont marquées de leur empreinte et le Ponte Vecchio ne fait pas exception. Il est traversé de part en part par un bâtiment ocre qui repose sur une série d'arcades. Le premier étage abrite un passage secret, c'est le corridor de Vasari. Construit en 1565, il traverse le Ponte Vecchio et parcourt la ville sur 1 km de long. Il permettait aux Médicis d'aller de leur palais, le Palazzo Pitti, à l'hôtel de ville, le Palazzo Vecchio, en toute sécurité car ils craignaient par-dessus tout les attentats. En 1593, Ferdinand Ier, incommodé par les odeurs des étals des bouchers et des poissonniers installés sur le pont, décréta que seules les activités nobles, comme la bijouterie ou l'orfèvrerie, pourraient y être autorisées. Cette décision allait donner ses lettres de noblesse à l'artisanat florentin. Un savoir-faire qui devait s'exporter dans le monde entier. Pour répondre à la demande croissante des banquiers et des riches familles de commerçants dont les palais s'alignent le long de l'Arno, les artisans de la ville travaillent le cuir, les pierres précieuses, les soieries, les brocarts. Ils inventent le luxe. Et Florence en devient la capitale. Voici l'ancien monastère franciscain de Santa Croce. Un quartier réputé depuis des siècles pour le travail du cuir. Les bâtiments adjacents abritent la Scuola del Cuoio, ou l'école du cuir. Un endroit chargé d'histoire. Depuis plus de 50 ans, sous le regard bienveillant des franciscains, la famille Gori poursuit l'œuvre initiée par les pères fondateurs du monastère. Faire rayonner le luxe italien à travers le monde. Marcello Gori avait été choisi en raison de son grand savoir-faire. Aujourd'hui, ses filles continuent de perpétuer la tradition familiale. L'aînée, Laura, nous raconte l'histoire de la Scuola del Cuoio.
Cet endroit particulier, c'était le dortoir des frères franciscains. C'est l'œuvre de Michelozzo. Le bâtiment a été donné aux franciscains par Côme Ier de Médicis au milieu du XVe siècle. Cet endroit superbe a été abandonné pendant plus d'un siècle. Et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les franciscains ont décidé de demander à ma famille de les aider à former les orphelins de guerre à devenir des artisans du cuir, en respectant la tradition du travail du cuir. Les gestes parfaits, 1000 fois répétés par les maîtres, sont transmis à la nouvelle génération. Ce que vous voyez, c'est le travail du maître d'ouvrage qui est aidé par de jeunes artisans sélectionnés parmi les meilleurs élèves de l'école. Voici Francesco. Il a étudié dans notre école pendant 2 ans. C'est mon père qui a financé ses études. Il vient de Florence et cela fait 9 ans qu'il travaille dans cet atelier. Il fait également de la dorure sur cuir. Il décore le cuir à l'aide de feuilles d'or pures à 24 carats. Ici, il personnalise le sac d'un client avec ses initiales en or. On ne prend personne de l'extérieur. Ici, on embauche uniquement des gens qui ont étudié dans notre école, car nous avons ici ce que nous appelons notre façon de faire, la nostra manualita. Laura Gori peut être fière du travail accompli par sa famille. Les sacs en cuir fabriqués à la main dans ces ateliers sont tous des modèles uniques. Ils sont tout d'abord imaginés et créés par la sœur de Laura, Francesca, l'artiste de la famille. Francesca garde la tradition vivante. Mais elle a aussi ce grand plus, sa créativité. Chaque sac est entièrement créé à partir d'un seul bijou ou en s'inspirant d'une couleur qu'elle trouve dans la peau d'un daim ou d'une autruche. Et alors, elle travaille sur la couleur. Vous voyez, chaque sac que crée Francesca est unique. Nous descendons les escaliers. Au rez-de-chaussée se trouve l'école. Elle se trouve dans les anciennes étables de l'église. Laura nous entraîne dans l'école proprement dite, une véritable pépinière de talents venus du monde entier. Ils travaillent 3 heures le matin et 3 heures durant l'après-midi. C'est une journée complète, 6 heures par jour. C'est pas mal. Ils n'apprennent rien dans les livres. Ils apprennent comment on coupe, les bordures et l'assemblage. Ici, pas de théorie. On passe directement à la pratique. Les cours et les exercices s'enchaînent. En quelques semaines, les élèves doivent acquérir le coup de main parfait. Ils commencent par des petites pièces et ensuite, ils progressent pour arriver à faire des sacs à main. On les laisse s'entraîner avec du cuir bon marché, donc ils peuvent en gâcher autant qu'il le faut. Ce qui est fabriqué ici n'est pas destiné à être vendu. C'est important de le savoir.
Depuis ces dernières années, l'école accueille de plus en plus d'élèves venus d'Asie, le plus gros débouché pour le luxe italien. Pour autant, la famille Gori n'a jamais cédé aux sirènes du marketing. À de nombreuses reprises, on a demandé à mon père de créer une marque, mais il a toujours refusé. Même si le nom de Gori aurait été facile à promouvoir. Scuola del Coio, c'est quand même plus difficile à retenir. Mais mon père a toujours pensé que sa mission était de garder vivant l'artisanat traditionnel du cuir. Donc, nous ne formons pas de futurs fabricants de l'industrie du cuir qui travaillent avec le top de la technologie. Nous formons des artisans du cuir. C'est cette même responsabilité qui est de transmettre ce savoir-faire hérité de la Renaissance qui anime les artisans de Florence. De l'autre côté du monastère franciscain se trouve la célèbre place de la basilique de Santa Croce. L'édification de cet élégant bâtiment de marbre blanc et vert a démarré au XIIIe siècle. Mais l'église ne fut achevée que 600 ans plus tard. Elle célèbre le triomphe de la croix qui est représenté sur le tympan par cette magnifique sculpture de Giovanni Dupré, un artiste néoclassique du XIXe siècle. La basilique de Santa Croce est un écrin. Derrière ses portes se trouve le panthéon de la cité. En effet, d'illustres personnages y reposent comme Machiavel ou le grand Michel-Ange. À gauche de la façade trône la statue de Dante, un autre Florentin entré dans l'histoire. Il est célèbre pour avoir écrit au XIVe siècle la Divine Comédie, le chef-d'œuvre de la littérature italienne du début de la Renaissance. C'est le récit d'un voyage à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis. Mais c'est sa description de l'enfer qui va marquer les esprits. À la fin de sa vie, Dante sera banni de Florence pour son engagement contre les partisans du pape. Il mourra de la malaria en 1321 dans la misère. La place de Santa Croce est entourée de magnifiques bâtiments dans le style typique de la Toscane. Des volets de bois et des façades aux nuances ocre. Le Palazzo dell'Antella domine la partie sud de la place. Cet immense palais a vu prospérer à travers les siècles les plus grandes familles de Florence. Sa façade est parée de magnifiques fresques datant du XVIIe siècle. Ces peintures sont des chefs-d'œuvre de l'art grotesque, qui se caractérisent par la représentation de personnages fantastiques, comme des démons ou des nymphes, issus de la mythologie romaine. Les riches marchands de la ville se sont inspirés des fresques ornant l'antique palais de Néron. Le centre de la ville est occupé par la somptueuse Piazza della Signoria. On la voit aujourd'hui telle qu'elle a été construite entre le XIIIe et le XIVe siècle. Un parfait exemple du style de la Renaissance italienne. La statue équestre au centre de la place représente Côme Ier de Médicis qui régna au XVIe siècle. Devenu le premier grand-duc de la Toscane, il attira les plus grands artistes de son époque. Dès sa création, la place devient le siège de la République florentine. Le symbole de sa puissance est l'imposant Palazzo Vecchio et sa tour de briques qui culmine à 94 mètres de haut.
Il a été construit au début du XIVe siècle. Sur la façade, les blasons des différentes factions au pouvoir. Les clés représentent le parti du pape, tandis que le lys est l'emblème de la ville. Sur le fronton, une médaille avec le monogramme du Christ entouré de 2 lions sur fond de fleurs de lys. C'est l'emblème de Côme Ier de Médicis. Mais ce sont les statues qui sont les plus admirées. Ce sont des reproductions de purs chefs-d'œuvre de la Renaissance. À droite, la statue d'Hercule terrassant Cacus, le cracheur de feu qui terrorisait la Rome antique. Cette sculpture est l'œuvre de Baccio Bandinelli, le grand rival de Michel-Ange. C'est le génie de la Renaissance italienne qui a sculpté la statue sur la gauche, le mondialement célèbre David. Michel-Ange était alors à l'apogée de son art, le plus grand artiste de son temps. Et bien sûr, il était florentin. Au milieu du XVIe siècle, la cité est une pépinière de talents. La Loggia dei Lanzi en est l'extraordinaire écrin. Tous ces chefs-d'œuvre nous racontent des histoires tirées de la mythologie grecque. Cette statue de bronze de Benvenuto Cellini représente Persée et la tête de Méduse. La sculpture de l'enlèvement des Sabines est l'œuvre d'un artiste français, Jean Boulogne, alias Gian Bologna. Il réalisa également l'Hercule terrassant le Centaure, qui fut sculpté dans un seul bloc de marbre. Toutes ces pièces sont d'une incroyable beauté et les visiteurs ne savent plus où donner de l'appareil photo. La Loggia dei Lanzi abritait l'Assemblée du peuple où se déroulaient toutes les grandes cérémonies. À l'avant, les 2 lions des Médicis rôdent comme s'ils en gardaient l'entrée. Celui-ci date de la Rome antique. Le parallèle est évident pour la puissante famille qui domine Florence. Elle affiche sa puissance à travers les arts. La fontaine de Neptune en est l'exemple parfait. Elle est l'œuvre de Bartolomeo Amanati, contemporain de Michel-Ange. Encore un artiste florentin au service de Côme Ier de Médicis. Le Neptune de marbre de Carrare qui domine la fontaine lui ressemble étrangement. Le dieu des océans contemple ses sujets. Les chérubins au-dessus des margelles en forme de coquillage. Et les nymphes gracieuses à la corne d'abondance. Pour les accompagner, les satyres, joyeux diablotins aux cornes de bouc, bons vivants et figures dionysiaques. La Renaissance est aussi pour le peuple de Florence l'occasion de redécouvrir son histoire et son passé glorieux. En effet, les habitants raffolent des histoires fantastiques. Des créatures mythologiques et des secrets magiques jalousement gardés par les sorciers et par les alchimistes. En se perdant dans les ruelles du centre historique, les amateurs d'étranges finissent toujours par se retrouver devant cette boutique au nom prédestiné, Bizzarri. Dans la vitrine, des tubes à essai remplis de poudre colorée. Des flacons de verre avec d'étranges étiquettes. Pas de doute possible, nous sommes chez un apothicaire. Depuis 1842, derrière ce comptoir, la famille Bizzarri s'est spécialisée dans le commerce du parfait petit chimiste. Au
Moyen Âge, les apothicaires vendaient des épices et des remèdes. Mais avec les nouvelles techniques picturales développées sous la Renaissance, ils se sont spécialisés dans la vente des matières premières indispensables pour la réalisation des fresques et des peintures. Derrière ces appellations étranges, comme le sang-dragon, la malachite verte ou la fluorescina sodica, se cachent des pigments utilisés pour teindre le marbre ou des huiles pour vernir les violons. Certains de ces produits sont extrêmement toxiques. Les apothicaires sont les ancêtres des pharmacies modernes. Chez Bizzari, on concocte toujours des potions médicinales et des onguents pour les malades, mais aussi des préparations pour les étudiants aux Beaux-Arts. À l'époque de la Renaissance, ces formules étaient gardées secrètes par les artistes qui se livraient à une concurrence acharnée. Pour les aider, les premiers chimistes, les alchimistes, rivalisaient d'intelligence pour découvrir les meilleures formules qui leur donneraient un avantage technique. Depuis toujours, Florence et ses mystères inspirent les artistes. C'est un univers merveilleux et féerique. Fait de princesses et de grenouilles qui deviennent des princes. Bienvenue chez Giampiero Alcoser. Cet orfèvre italien d'origine française a choisi Florence pour y installer son petit atelier qui ressemble à une caverne d'Ali Baba. Les boîtes devant lui regorgent de perles, de cristaux, de pierres semi-précieuses chinées dans le monde entier. Premièrement, ça a été acheté en 20 ans de vie. Parce qu'il y a des fils de pierre que j'ai achetés juste tout au début, que j'ai jamais utilisé. En fait, de temps en temps, je me retrouve voilà, j'ai ça. Et je me rappelle que, par exemple, je ne sais pas, là, c'est un petit bout d'os que j'ai acheté peut-être il y a une dizaine d'années, je ne l'ai jamais utilisé. Il est là, et peut-être qu'un jour, j'en ferai autre chose. J'inventerai quelque chose. Pour l'instant, il est là. Il m'attend. Pendant des heures, Giampiero Alcoser imagine de magnifiques bijoux qui sont tous des pièces uniques. Ils sont assemblés à la main par des orfèvres au savoir-faire ancestral. La cité est en effet réputée pour ses bijoutiers depuis le Moyen Âge. Ils élaborent des objets d'art sacrés, des bijoux précieux, des parures luxueuses d'un raffinement extraordinaire. Voilà. Aujourd'hui, Giampiero perpétue la tradition avec ses bijoux pleins de fantaisie. Ce passionné déborde de créativité et son travail s'est transformé en quête d'absolu. En fait, la chose qui me porte à continuer tout le temps, c'est que le plus beau bijou, je l'ai pas encore fait. En fait, je cherche le plus beau bijou, je cherche à créer le plus beau bijou que peut-être je ne ferai jamais. Si le monde merveilleux de Giampiero Alcoser a autant de succès, c'est parce que cet artiste sait réveiller en nous notre âme d'enfant. Le quartier de Santa Maria Novella occupe l'est de la ville. C'était le haut lieu intellectuel de la Renaissance italienne. Les motifs géométriques de la magnifique basilique de marbre blanc parée de bandes noires sont du plus pur style florentin. Giovanni Rucellai, ministre de Côme Ier de Médicis, voulait embellir la façade de l'église. Il fit appel au célèbre architecte Leone Battista Alberti.
Celui-ci utilise les récentes découvertes en mathématiques et en géométrie pour créer une œuvre aux proportions parfaites. La façade de la basilique de Maria Santa Novella est le symbole du triomphe de l'esprit et du savoir absolu des grands penseurs de l'époque. Les niches de marbre, surmontées d'arcs brisés, coiffent des enfeux, des tombes aménagées dans l'épaisseur des murs. Ici reposent les membres des grandes familles florentines et les moines érudits qui enseignaient dans le monastère dominicain. Au début du XIVe siècle, c'est devenu une université qui devient le centre de la vie intellectuelle. Juristes, philosophes, artistes et prédicateurs s'y côtoient et y débattent sans fin. Parmi les élèves, d'illustres personnages comme Dante y étudia la poésie. Ce qui fait la particularité de Florence, c'est qu'elle a su conserver jusqu'à aujourd'hui tout son savoir-faire, à travers de petites fabriques comme celle-ci. On les appelle les bottegas. Des centaines d'artisans du cuir continuent de fabriquer à la main le chic à l'italienne. Des objets usuels, inventés il y a plusieurs siècles, comme les tout premiers porte-monnaies en cuir, les tacos fiorentino, ou ces boîtes faites d'une seule pièce de cuir, les cuoietto. À l'arrière de la boutique, on trouve toujours le petit atelier familial. Nous sommes dans la bottega de Gianluca Lucchi. Il nous révèle les secrets qu'il garde depuis des générations. Pour réaliser cette magnifique dorure, je peux vous assurer que c'est vraiment très difficile. Si vous ratez, la boîte va finir dans un seul endroit, la poubelle. On ne peut pas la réutiliser. Voici l'outil. Il faut être très à l'aise pour l'utiliser. Vous voyez, vous le tenez fermement ici et le manche, vous l'appuyez sur l'épaule. Parce que lorsque vous travaillez sur une boîte, il faut rester souple. C'est très difficile. Il faut beaucoup d'années d'expérience pour y arriver. Voilà la partie la plus difficile. Ok, une petite démonstration. Il faut que le geste soit sûr, pour ne pas gâcher ce ruban d'or pur à 24 carats. Gianluca est aussi très fier des porte-monnaies florentins. Je dois vous dire ce que c'est. C'est le porte-monnaie italien. C'est un objet absolument fantastique. Vous le transmettrez sur des générations, du grand-père au père et également au neveu. Vous le pressez et regardez, toutes les pièces restent dans le creux. Vous le rangez dans la poche de devant. C'est anatomique et super confortable. Voilà, le taco fiorentino. Comme partout, les artisans de Florence doivent faire face à la concurrence exacerbée par la mondialisation et l'émergence de l'Asie. Un combat difficile et de longue haleine qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner. À Florence, il n'y a pas que ma famille. Nous sommes encore beaucoup à perpétuer l'artisanat du cuir, pas la production industrielle. Grâce à des artisans comme Gianluca Lucchi, qui travaillent sans relâche sur son établi, Florence est plus qu'un simple musée à ciel ouvert. Cette colline verdoyante, au-delà de la tour crénelée du musée del Bargello, abrite le quartier de l'Oltrarno.
Ces murailles datent de la fin du Moyen Âge, lorsque la ville s'étendait sur la rive sud du fleuve Arno. La voie fluviale était le centre névralgique de la ville et permit l'épanouissement du commerce. Le témoignage de ces richesses se retrouve dans ces somptueuses demeures entourées de cyprès. Des champs d'oliviers indiquent que la magnifique campagne de Toscane est toute proche. L'Oltrarno est un quartier resté encore à l'écart des touristes. Il a gardé tout son charme. Les ruelles étroites des faubourgs populaires forment un labyrinthe où il fait bon flâner et admirer les superbes maisons anciennes totalement préservées. Au détour d'une rue, une fontaine au visage étrange. Il s'agit encore d'un exemple d'art grotesque. Un peu plus loin, ce palais a la façade richement décorée. Elle est entièrement peinte de personnages fantastiques, de gargouilles et de monstres. C'est l'œuvre de l'artiste Bernardino Poccetti, qui s'était spécialisé dans la décoration des façades des palais princiers. Celui-ci a été construit par François Ier de Médicis pour y installer sa maîtresse, Bianca Capello. Devenu veuf, il l'épousa en secondes noces et lui décerna le titre de grande duchesse de Toscane. Rien n'était trop beau pour la dévorante passion du prince de Florence. Mais Bianca Capello voulait un cadre encore plus somptueux. Alors elle déménagea pour s'installer dans le Palazzo Pitti, le plus grand palais de la ville. À l'origine, il appartenait à un ambitieux banquier florentin, Luca Pitti. C'est lui qui, un siècle plus tôt, installa Côme Ier, le père de François Ier, à la tête de la République de Florence. Bianca Capello connut une fin tragique. La duchesse de Toscane était en butte à l'hostilité de son beau-frère, le futur Ferdinand Ier. Celui-ci invita le couple princier à un dîner qui leur fut fatal. Une mort qui resta longtemps mystérieuse. C'est plus de 400 ans plus tard qu'une équipe de chercheurs révéla qu'ils avaient succombé à un empoisonnement à l'arsenic. Dans le quartier de l'Oltrarno se cache un endroit extraordinaire. Dans cette petite cour, ces bâtiments ocre abritent le plus vieil atelier de tissage de soie de Florence. Les initiales ASF signifient Antico Settificio Fiorentino. Depuis 1786, la maison utilise les soies les plus fines pour fabriquer les plus beaux brocarts, dont certains ornent depuis des siècles les coussins, les canapés et les fenêtres des cours royales européennes. Pour perpétuer son art, la soirée a reçu, il y a quelques années, le soutien d'un mécène, Stefano Ricci. Pour le célèbre créateur de haute couture, le choix était évident, car c'est dans les ateliers du Settificio que s'est écrite l'histoire de la mode, avec la fabrication en série de la première chemise en soie. Une histoire que nous raconte avec passion le directeur artistique Maurizio Bonas. Regardez ce tissu-là. Cela fait 500 ans qu'on le fabrique. C'est le plus ancien des taffetas. Ce n'est pas un taffetas, c'est le Misino, le premier de tous les taffetas du monde. Les premiers tissus produits au Settificio servent alors à confectionner des chemises.
À la Renaissance, la soie est utilisée pour la première fois dans un procédé mécanique qui va servir de modèle à l'industrie textile. La soie arrivait de Samarcande depuis Venise. Le doge de Venise l'envoyait à la famille des Médicis, à Florence, où déjà on tissait la laine depuis longtemps. Et on savait la colorer aussi. Alors ils ont continué avec la soie. Ils ont trouvé le moyen de la tendre de façon égale. Et alors, tout le monde est venu à Florence pour acheter la soie. Cela a fait la richesse des Médicis. Cette innovation a en effet permis aux artisans florentins de travailler la soie sur les métiers à tisser. Le fil des cocons est enroulé à la main sur un cadran de bois. Cette machine est récente. Elle date du 19e siècle et elle transforme les pelotes de soie en bobines. Mais dans cet atelier, il y a aussi cet étrange rouleau de bois, une pièce de musée. C'est Léonard de Vinci qui l'a inventé. Le génie utilise pour la première fois la vis sans fin dans une machine dont il avait le secret. Ce modèle unique au monde a été fabriqué d'après les plans originaux et il sert encore à la fabrication des bobines. Beaucoup de choses sont nées ici. Beaucoup de choses sont nées ici. Des choses qui existent encore aujourd'hui. C'était très important, une période très importante. Le XIIIe et le XIVe siècle ont été très importants. Le IIIe siècle ont été très importants. Héritiers de ce passé prestigieux, les ateliers du Settificio entretiennent la tradition. Tout est encore fabriqué comme à l'époque. Comme les embrases, ces magnifiques cordons de soie. Le cordon est composé de 5800 fils. Un seul cordon. Et il faut utiliser la meilleure des soies. Pour faire ça. Les embrasses comme celle-ci sont très difficiles à fabriquer car tout est fait à la main. Voilà la fabrication du cordon. Une fabrication manuelle. Et c'est comme ça depuis toujours au Settificio. Parce que tous les embrasses sont faits à la main comme ça. On attache le fil là-dessus. Les cordons d'un côté. On le tend. Le fil, pardon. On le tire. Et ensuite, on tourne comme ça pour fabriquer le cordon. Et après, il faut le mettre comme ça, comme elle est en train Regardez de faire Simona. Les embrasses sont très importantes car elles doivent être de la même couleur que le tissu que le client achète. Cela prend des semaines pour fabriquer ces pièces de toute beauté. Mais il faut des mois pour broder les brocarts, le plus grand trésor du Settificio. Vous avez des fils ici à 18 fils. Ces broderies sont faites avec des fils tressés composés de 18 fils de soie. C'est fantastique. C'est sûrement ce que l'on a vu de plus beau ici. Nous sommes très fiers de le fabriquer encore aujourd'hui, comme vous l'avez vu, sur les métiers à tisser. C'est l'un des designs les plus demandés. C'est en lin et en soie. C'est tout en lin et soie. Au-delà du luxe, ces coussins sont d'un raffinement inouï. Voici l'atelier des métiers à tisser à la main. C'est sur ces machines plusieurs fois centenaires que l'on fabrique encore aujourd'hui les brocarts. Les fils de soie colorés des bobines sont tendus sur le métier. Les motifs complexes des broderies
sont reproduits grâce à un ingénieux système de cartes perforées inventé à Florence à la fin du XVIIIe siècle. Ça, c'est la carte perforée qui va reproduire le motif. Une carte comme celle-ci représente une ligne du dessin final. Monsieur Melucci va vous montrer comment on travaille avec cette machine. Il connaît tout. Et sans lui, on ne pourrait rien faire. C'est l'Italien Vincenzi qui inventa le système de la carte perforée, modernisé ensuite par un imprimeur français, Joseph-Marie Jacquard. Monsieur Melucci est le seul à détenir encore le secret de la reproduction des broderies, le motif tissé grâce à ses cartons perforés. Comme chaque carte correspond à une seule ligne de la broderie, c'est un travail extrêmement minutieux. C'est pratiquement la première fois que l'on a utilisé un système moderne de transmission de données de l'homme à la machine, comparable à celui des ordinateurs. C'était dans le monde du tissage. C'est la première fois. Mais la véritable richesse du settificio, ce sont ses ouvrières, hautement qualifiées, encore dépositaires d'un savoir-faire ancestral. Tous ceux qui travaillent ici ont une très grande culture, de très grandes connaissances historiques. Pour comprendre comment tout fonctionne ici, il faut de la passion, de l'amour et de la culture. Le monde féerique et luxueux des soieries de l'Antico Settificio Fiorentino n'ont pas fini de nous faire rêver. Toujours dans le quartier de l'Oltrarno, voici la somptueuse église de San Miniato al Monte. Sa façade est une allégorie de la porte du ciel, le paradis. Depuis ce promontoire, la protection du Christ s'étend sur toute la ville. Au pied de l'église, l'un des plus vieux cimetières chrétiens. Il date du IIe siècle. C'est un des lieux saints les plus anciens d'Europe. La basilique de marbre, elle, date du XIIIe siècle. Elle a été édifiée pour accueillir les reliques de San Miniato conservées dans cette crypte. Les pèlerins viennent se recueillir devant ce coffre de marbre et se rappeler l'histoire tragique d'un des premiers saints de la chrétienté. San Miniato était un soldat arménien héroïque jusqu'à son martyre en 250 après Jésus-Christ. Il fut décapité par les soldats romains au bord de l'Arno. La légende raconte qu'il est alors monté tout en haut de la colline de l'Oltrarno avec sa tête sous le bras. La splendide mosaïque de l'abside, de style byzantin, a été la première des œuvres magnifiques à orner l'intérieur de la basilique. Encore une fois, on retrouve les artistes de la Renaissance. Ce tabernacle en marbre est la chapelle du Crucifix, l'œuvre de Michelozzo, grand ami de Côme Ier et l'architecte préféré des Médicis. Ces enluminures représentent les scènes de la vie du Christ, comme la Seine et le baiser de Judas.
Les murs de la basilique ont conservé intactes les nombreuses fresques qui racontent l'histoire de Marie, la Mère de Dieu. Dans la scène des rois mages, les visages auraient été peints à l'image des membres de la famille des Médicis, dont notamment celui de Laurent le Magnifique. L'empreinte des princes de Florence est encore plus marquée dans la sacristie, le chef-d'œuvre de Spinello Aretino. Cet élève du grand Giotto est connu pour ses fresques animées, véritables narrations picturales qui représentent des scènes de la vie de Saint Benoît. Il rend hommage ici à l'ordre des bénédictins, des moines érudits qui vivaient en ermite. Un ordre puissant, protecteur des artistes chers au cœur des Médicis. La science est alors au service de la splendeur de Florence. Son symbole en est la cathédrale de Santa Maria dei Fiori et son immense dôme, le Duomo de Brunelleschi. La construction de l'imposante cathédrale a débuté en 1296. Il faudra 140 ans pour l'achever. Ses dimensions défient les superlatifs. 152 mètres de long et 43 de large. Le dôme fait 114 mètres de haut. La tour de marbre qui s'élance magistralement vers le ciel, c'est le campanile de Giotto. Il mesure 87 mètres de haut. Les 5 niveaux qui le composent sont couverts de marbre polychrome venu de toute l'Italie. Les bas-reliefs hexagonaux et en losange racontent l'histoire de l'humanité. L'agriculture, la domestication, la navigation, la justice, la géométrie, les grands penseurs grecs, les prophètes. Le campanile de Giotto symbolise le parachèvement de tout cet héritage prestigieux. L'artiste a également dessiné la magnifique façade de la cathédrale. À son sommet, une série de niches représente la Vierge à l'Enfant et les 12 apôtres. Mais toutes ces fresques et ces statues datent en réalité du XIXe siècle, car la cathédrale ne fut pas achevée du vivant de son concepteur, le maître du chantier, Arnolfo di Cambio. Il ne reste quasiment rien du monument original, car la façade fut détruite en 1587 pendant les terribles inondations qui ravagèrent Florence. Devant la cathédrale, le baptistère de Saint-Jean est un bâtiment octogonal bâti sur d'anciennes ruines romaines. Sa conception est d'inspiration byzantine. Ce sont ces superbes portes de bronze, œuvre d'Andrea Pisano et de Lorenzo Ghiberti, qui en font un monument extraordinaire. Les bas-reliefs de bronze recouverts d'or ont été réalisés avec des modèles en cire. Une technique portée à la perfection entre le XIVe et le XVe siècle, avec une richesse et une finesse de détail inégalées. Mais la grande réalisation de la cathédrale reste encore à venir. Au début du XVe siècle, les travaux ont commencé depuis plus de 100 ans et il n'y a toujours pas de dôme. Pour construire cette coupole octogonale, la plus haute et la plus large de son époque, et ce sans contreforts extérieurs pour l'empêcher de tomber sous son propre poids, il faut un architecte de génie.
Il s'appelle Filippo Brunelleschi. C'était le protégé de Côme Ier des Médicis. Il va réaliser le dôme entre 1420 et 1436. Il s'inspire de celui du Panthéon à Rome, qui a quasiment les mêmes proportions. Mais contrairement à son modèle, Brunelleschi n'a pas utilisé de cintrage en bois pour supporter la structure de briques, tout en gardant le galbe fuselé de l'immense coupole. Pour cela, il aurait fallu couper tous les arbres de Toscane. Il trouva des solutions révolutionnaires qui ne seront exploitées nulle part ailleurs. Car malheureusement, il a emporté dans la tombe son secret de fabrication. Le Duomo reste encore aujourd'hui une prouesse technique inexpliquée. Florence est sans aucun doute l'une des plus belles villes au monde. Une expérience unique. Un voyage au temps de la Renaissance. Mais ce joyau de la Toscane doit aussi sa réputation et sa beauté démesurée à tous ces artisans qui, de génération en génération, consacrent leur vie à perpétuer les savoir-faire séculaires et l'aura de la cité des talents.